BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour et bienvenue dans ce premier club du droit 2019. On va parler des couples internationaux. Ils sont 16 millions en Union européenne, un chiffre qui date un peu, donc probablement encore plus. Est-ce qu'ils savent vraiment quel est leur régime matrimonial? Ça n'est pas sûr. Et en plus, les règles vont changer pour les couples qui se marieront ou qui se paxeront à partir du 29 janvier 2019. On va voir tout ça avec Marc Cagnard dans un instant. Et puis on répondra aussi à toutes vos questions. Vous n'hésitez pas à nous les envoyer sur le club du droit@bfmbusiness.fr. On prend le temps tous les mois d'y répondre. Ça sera en deuxième partie d'émission avec Antoine Dejoie. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Marc Cagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris, je le disais, 16 millions de couples internationaux, un chiffre un peu faible, certainement. Ouais, on n'a pas de chiffres pour savoir aujourd'hui à peu près. C'est récent, mais j'imagine que c'est aujourd'hui plus. Et il suffit de multiplier par 2, donc ça concerne, à mon avis, environ une quarantaine de millions de personnes en Europe. Donc ça fait beaucoup de monde, des gens qui ne savent pas toujours en fait à quelle sauce ils vont être mangés, sous quel régime matrimonial ils sont. Mais le droit, la règle va changer à partir du 29 janvier 2019. Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors, le 29 janvier 2019, entrent en vigueur 2 règlements, l'un qui est consacré aux régimes matrimoniaux et l'autre aux partenariats enregistrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on s'intéresse aux règles de droit international dans un pays, on n'a pas forcément les mêmes rattachements. Et quand on est en présence d'un couple international, à quelle loi on doit rattacher ce couple? La loi de la nationalité de monsieur, la loi de la nationalité de madame, ou quand c'est un couple homosexuel, l'un ou l'autre, le lieu de célébration du mariage, la première résidence. Donc il y a plein de problèmes qui se posent. Et ces règlements ont pour objet justement de définir une règle d'harmonisation complète entre les 18 pays qui sont membres ou qui plutôt ont adhéré à ce règlement. Donc pour être bien clair, aujourd'hui pour ceux qui se sont mariés avant le 29 janvier prochain, on ne savait pas exactement quel était le régime du couple, donc vous pouviez choisir entre le pays de nationalité de chacun. Alors, il y avait pour les Français, en tout cas, si on peut simplifier, si vous voulez, il y a les gens qui se sont mariés avant le 1er septembre 92, et là, c'est le droit commun du droit international privé français qui s'appliquait. Entre le 1er septembre 92 et le 29 janvier 2019, pour les juristes français, c'est la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui a été adoptée par la France, mais uniquement 3 pays sont concernés, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France, donc ça ne fait pas beaucoup. Et à compter du 29 janvier 2019, on a un règlement qui là a été 2 règlements qui ont été adoptés par 18 pays, donc ça renforce, si vous voulez, la prévisibilité, la lisibilité des questions liées au régime matrimoniaux des couples internationaux. Ces 18 pays, on les donne pour que chacun puisse savoir. Alors, je les ai. Alors, c'est la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque, la Slovénie et la Suède. Ça, ce sont ceux qui ont signé. Donc, quand vous êtes marié français avec une personne de ces pays-là, vous allez tomber à partir du 29 janvier sous un nouveau régime. Voilà, c'est-à-dire que le règlement, si vous voulez, s'applique de façon universelle, c'est-à-dire qu'on peut être amené, en tant que juriste français, à appliquer la loi d'un autre pays. Prenons par exemple un Français qui épouse une Hongroise. La Hongroise dépend d'un pays ou à la nationalité d'un pays qui n'est pas lié par ce règlement. Mais si ce couple désigne la loi hongroise, elle peut très bien avoir à être appliquée, y compris en France. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez choisir en tant que couple quelle est la loi du pays qui s'applique. C'est une faculté laissée par le règlement. Ça a un nom exactement, ça s'appelle ? C'est la désignation de la loi applicable au régime matrimonial. Et cette possibilité est exercée ou ne l'est pas, mais donc il faut bien avoir conscience que dans le cas où les gens ne désignent pas, ne choisissent pas la loi qui va être applicable à leur régime matrimonial, on va se remettre au règlement. Et je pense qu'il n'est pas intéressant pour ce genre de couple de s'en remettre à un texte qu'ils ne connaissent pas. Et il faut, dans tous les cas, pour les couples internationaux, je pense, faire une analyse juridique précise des règles qui se trouvent, qui s'appliquent à leur cas, à leur situation personnelle. Ils n'auront quand même pas la liberté de tout choisir. Il y a un cadre. Oui. Quel est-il ? La limite, c'est soit la loi de la nationalité de l'un des époux, soit la loi de la résidence de l'un des époux. Tout ça pour les couples qui n'ont pas fait de contrat de mariage. Oui. Parce qu'avec le contrat de mariage, vous pouvez justement désigner la loi. Et à mon sens, on ne peut qu'encourager les couples internationaux, avant de se marier, de réfléchir sérieusement
comment dire, au système juridique sous lequel ils veulent construire leur couple, et donc de définir et de choisir, dans la marge de manœuvre qui est laissée par le règlement, la loi qui sera la mieux adaptée à leur situation. Il y a eu quand même donc la nouveauté sur les mariages et puis sur les PACS, parce qu'auparavant, sur les PACS, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout, exactement. Et donc là, c'est pareil, ce sont sur les 18 pays oui, tout à fait. Une reconnaissance. C'est-à-dire que les deux règlements, d'ailleurs, quand on les lit, c'est assez amusant parce qu'ils ont la même structure, ils ont quasiment des articles très proches les uns des autres, et on peut dire que c'est quasiment deux règlements jumeaux. Et à la limite, vous avez raison, les partenariats enregistrés, la révolution est plus grande parce qu'avant, on n'avait rien du tout. Alors que pour les couples mariés, pour le mariage, on avait justement des règles qui s'appliquaient quand même dans tous les pays, et le partenariat, c'est nouveau. Ce qui veut dire que pour un couple pacsé aujourd'hui, puisqu'on n'est pas encore fin janvier, qui était pacsé par exemple avec un compagnon d'un pays non... Qu'est-ce qui n'a pas signé il y a les règlements ? Pologne, il y a par exemple, la Hongrie, polonais, oui. Vous n'étiez couvert par rien. Là, se posait la question de savoir qu'est-ce qui existait. Votre PACS n'était peut-être même pas reconnu. Voilà, c'était un problème de reconnaissance, parce qu'en général, le PACS, on le rattache à la loi du lieu d'enregistrement du PACS. Donc, si la France connaît le PACS, en général, on le rattache à la loi française. Mais après, vous aviez tous les problèmes de reconnaissance de ce contrat lorsqu'il n'est pas reconnu dans un autre système juridique, ou en tout cas pas avec les mêmes effets, pas les mêmes droits, et tous ces systèmes-là, il y a parfois des problèmes d'articulation, et donc là, on a un progrès à compter du 29 janvier 2019, en tout cas pour les 18 pays qui ont ratifié, qui ont participé à cette coopération renforcée du règlement. En tant que notaire, qu'est-ce que vous constatez? C'est que ces couples internationaux, souvent, ils découvrent trop tard quelle est la règle qui s'applique à eux? Oui. Je peux vous raconter une petite anecdote. Racontez-moi. Donc un couple de diplomates suisses que je rencontre, et on essaye de définir le régime matrimonial. Il se trouve qu'ils se sont mariés alors que monsieur était en poste en ex-Allemagne de l'Est et qu'ils n'avaient rien fait du tout. Donc il ignorait qu'il était marié sous le régime de l'ex-Allemagne de l'Est, puisqu'il était en poste à ce moment-là, et la première résidence du couple a été fixée à ce moment-là en ex-Allemagne de l'Est. Bon, alors après, on a regardé comment ça s'était passé avec la réunification et tout, je vous passe les détails. Et donc, même des diplomates, donc des gens qui ont pourtant l'habitude de voyager, n'étaient pas au courant qu'ils étaient mariés sous un régime qui n'avait plus aucun intérêt pour eux, parce qu'entre-temps, bien sûr, ils avaient quitté l'Allemagne, ils vivaient ailleurs. Et du coup, les gens s'en aperçoivent au moment de divorcer? Non, ils s'en rendent compte quand ils rencontrent un notaire en général, ou un juriste. Et ils s'aperçoivent, vous les alertez Oui, tout à fait. Mais parfois, j'imagine que c'est aussi au moment d'un divorce. Oui, après, il y a aussi le cas du divorce, parce que dans le règlement, ce qui est important également, c'est que le règlement aussi tranche la question du tribunal compétent pour juger d'un divorce. Si on reprend le cas de d'un Français qui épouse une Espagnole, et il se marie à Las Vegas et il vit à Luxembourg, il y a X lois qui peuvent potentiellement s'appliquer. Et là, le règlement va donner une solution qui permettra de savoir qui sera le juge, en tout cas, qui sera en charge du divorce. Ça veut dire que quand même, c'est très compliqué pour un couple international qui doit, prenons le cas de celui qui s'est marié à Las Vegas, qui est en plus de deux nationalités différentes, qui vit dans un pays qui n'est pas celui de la nationalité de l'un ou de l'autre. Il faudrait qu'il regarde chaque régime matrimonial de chaque pays pour voir, en fait, qu'est-ce qui serait le mieux dans leur situation. Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez identifié des gens qui ont le projet de se marier ou de se pacser, eh bien là, il est nécessaire, à mon avis, lorsqu'ils ont le choix entre plusieurs régimes, de faire une analyse pour comprendre un petit peu quelles sont les différences et les aider à s'orienter vers l'un ou l'autre. Parce que le règlement, finalement, c'est quelque chose qui sert à répartir une situation entre différents systèmes juridiques. Dans le règlement lui-même, vous n'aurez pas les règles qui s'appliqueront aux époux, mais vous saurez quelle est la loi qui va s'appliquer à eux. Donc pour reprendre notre cas, on dira, tiens, c'est la loi française, c'est la loi espagnole ou une autre. Mais au moins comme ça, on aura moins d'incertitude, plus de prévisibilité pour savoir quelles sont les lois qu'on va devoir appliquer. Donc à partir du 29 janvier, mais pour les couples qui vont se marier, exactement. Ceux qui ne sont pas encore mariés en fait, pour tous les autres, j'allais dire, il serait temps de consulter, mais c'est un peu, si on peut le dire comme ça, mais pour les couples mariés à partir du 1er février, la situation se simplifie. Tout à fait. C'est un plus. Alors, quand on creuse un peu les sujets, on peut regretter certains partis pris du règlement. Par exemple, le fait que le règlement nous décide que finalement, une fois qu'on a déterminé la loi qui sera applicable à ce couple, ça s'applique à tout le patrimoine où qu'il soit. Que ce soit dans un pays, un État membre qui participe à cette coopération offensée ou ailleurs. Donc le problème, c'est que avant, avec la Convention de La Haye, on avait la possibilité de, on va dire, répartir les masses de biens et notamment de désigner une autre loi pour certains biens immobiliers. Ce qui veut dire que sur une situation patrimoniale donnée, vous pouviez avoir plusieurs lois de pays qui s'appliquaient. Oui, et
les notaires français appliquaient fréquemment cette convention de La Haye pour permettre, par exemple, à un couple américain qui achetait un bien en France de désigner pour ce bien-là uniquement un régime conventionnel français qui répondait parfaitement à leur logique de transmission ensuite du bien. Ça, on ne peut plus le faire. Donc ça, c'est pour moi une souplesse qu'on perd et un outil qu'on perd au passage. Donc là, dans ce cas-là, ça serait la loi française qui s'appliquerait? Dans le cas où... Si vous êtes un Américain et que vous avez du patrimoine à Paris... Si vous avez deux Américains qui viennent acheter un bien en France, là, ils n'ont plus le choix. Eux, ils sont mariés sous un régime américain et nous, on reconnaît leur régime américain. Mais la proposition qu'on pouvait leur faire avant de dire pour ce bien-là, vous désignerez la loi française... Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Donc on perd, si vous voulez, une possibilité pour eux pour aménager une situation qui est leur propre situation. Donc on perd un petit peu de souplesse et de possibilité de trouver quelque chose d'intelligent pour ces gens-là. Sur la liste des 18 pays là, qui rentrent dans le règlement, les autres ne sont pas dedans pour des raisons culturelles, parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles. Il y a vocation à ce que ça s'agrandisse ou on est sur une liste C'est pas figé. Les autres pays, les 10 autres pays qui ne pourraient... Enfin, 10 autres, on ne va pas parler des Anglais, mais les autres pays qui n'ont pas participé jusqu'à présent pourraient tout à fait rejoindre c'est l'idée de la coopération renforcée en matière de règlement européen et qui permettent justement de rattraper, une fois qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien, d'autres viendront peut-être rejoindre le club. Donc, je résume, c'est votre propos, Marc Cagnard. Si vous êtes marié avant le 29 janvier 2019, consultez un notaire parce que vous ne savez probablement pas la situation matrimoniale de laquelle vous dépendez. Et si vous vous mariez après, faites-le quand même parce que c'est un peu pareil. Il faut quand même connaître exactement le régime auquel on est affilié. Merci beaucoup, Marc Cagnard. Et c'est des sujets qui agitent la profession parce qu'évidemment, de plus en plus, on a ce genre de situation et c'est l'objet du prochain congrès qui se tiendra à Bruxelles du 2 au 5 juin 2019 que j'ai l'honneur de présider et les notaires vont regarder tous les sujets de droit international privé, que ce soit l'immobilier, les régimes matrimoniaux, les successions, toutes ces choses-là, les divorces, de manière à pouvoir apporter un conseil toujours plus... On pourra venir vous voir alors. Ouais. Vous posez des questions en direct. Tous les notaires de France sont là pour répondre. Avec toutes les situations matrimoniales individuelles, ça va vous faire pas mal de travail. On passe tout de suite aux réponses aux questions de tous nos auditeurs et téléspectateurs. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire. Et on va répondre à toutes vos questions que vous nous envoyez sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Bonjour Antoine Dejoie. Bonjour Laure. Vous êtes notaire à Vertou, c'est dans la Loire-Atlantique. On a des questions et on a pas mal de questions notamment sur les donations, comme quoi ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs et auditeurs et ça crée des conflits. Alors première question qui est de Marie-Hélène à Grenoble. Je souhaite donner à chacune de mes petites filles une somme d'argent. L'une d'elles réside à l'étranger. Où faut-il enregistrer la donation dans ces cas-là ? Ça nous rappelle un peu la première partie de l'émission avec les mariages internationaux. Mais bon, c'est pas exactement le même sujet. Oui, et puis c'est un sujet très important pour les Français, la donation, la transmission. Et puis, comme souvent, la question vient sur un aspect fiscal, parce qu'enregistrer, c'est en fait déclarer fiscalement. Où est-ce que je paye mes impôts ? Voilà. Et alors, cette donation, pour toute personne en France, elle est déclarée par le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit et non pas celui qui donne. C'est le donataire qui déclare ce qu'il a reçu en citant de qui il l'a reçu. Pour la personne qui a posé cette question, par exemple, on peut se demander si la personne qui dit « je », c'est elle ou peut-être avec son conjoint. Donc il y a peut-être deux donations. Donc si je suis la personne qui reçoit, je dois donc dire « je reçois de ma grand-mère » ou de ma grand-mère et de mon grand-père. Alors si je suis en France, je le déclare à mon centre d'impôt. Et si je suis non-résident, c'est le cas pour la question qui est posée, et bien à ce moment-là, il y a le centre fiscal des non-résidents qui se trouve en région parisienne, qui est fait pour ça. Qui est le même pour tous ceux qui ne résident pas en France, peu importe le pays dans lequel vous résidez. Et ça veut dire qu'automatiquement, ça va redéclarer pour celui qui a fait le don ? Ou non. Celui qui fait le don doit lui-même aussi... Absolument pas. C'est que celui qui reçoit, le donataire, qui déclare. L'autre, il ne déclare rien. D'accord. Ça simplifie la démarche quand vous avez envie de donner. Alors, deuxième question de Pierre à Saint-Nazaire. J'ai renoncé à la succession de ma mère. C'est donc ma fille qui a hérité d'elle à ma place. Doit-elle rapporter dans la succession la donation que ma mère m'a faite? Alors, j'imagine que cette donation a été faite bien en amont. Forcément, elle a été faite du vivant de la personne qui est décédée. On imagine aussi que la personne qui pose la question n'est pas fille unique.
Ouais, sinon la question, évidemment, elle ne se poserait pas. Il y a au moins un frère, une sœur ou plusieurs. Et cette fois-ci, c'est une question véritablement juridique. Elle n'est plus seulement fiscale, surtout juridique, avec l'égalité qui est derrière. Parce que dans votre exemple, si... enfin, je vais donner la réponse tout de suite. Oui, il faut la rapporter. Oui. Il faut la rapporter. C'est une question d'égalité vis-à-vis de la succession, vis-à-vis de l'héritage. Prenons un exemple, si vous voulez. Imaginez que la personne qui était décédée avait un patrimoine tout simple avec une maison, un bien immobilier, un appartement, peu importe, et des valeurs mobilières, des liquidités, des économies, bref, de valeur égale, même montant. Quelques années avant de son décès, elle donne sa maison à sa fille. Elle a un fils en plus. Si il n'y a pas cette règle, eh bien, au décès, il ne restera plus que l'argent, c'est-à-dire la moitié du patrimoine de la personne décédée, et cette moitié se répartira entre la petite fille, la fille de celle qui a renoncé, et l'autre enfant, le garçon dans mon exemple. À ce moment-là, c'est injuste parce qu'il y a une branche qui va recevoir, celle de la fille renonçante et de sa propre fille, qui va recevoir les 3/4, si vous m'avez bien suivi, la moitié, c'est la maison, et la moitié des liquidités, et l'autre n'aura qu'un quart. Ce ne serait pas juste. Cette règle respecte l'égalité successorale, qui est un grand principe français. Ce qui veut dire que ça doit être les dons déclarés. On ne remonte pas quand même à toutes les petites... C'est toujours le même problème. Toutes les petites donations qu'on peut se faire entre parents. Il y a deux questions dans votre question. Il y a deux questions dans votre question. Est-ce que c'est une donation dans la dialectique? Est-ce que c'est un cadeau, une petite somme, le cadeau, Noël, Pâques, etc., la communion, je ne sais quoi, tradition française, ou bien est-ce que c'est vraiment la donation? Ça, c'est une première question. La réponse est délicate, puisque ce sera en fonction, en gros, du train de vie, bref, du contexte économique de la famille. Et puis, une autre question, c'est est-ce que c'est déclaré? Mais bien sûr, on va dire que par principe, toute donation qui est faite, et qui est vraiment une donation, doit être déclarée par le donataire. En tant que notaire, vous avez une multiplication de cas comme ça face aux donations, parce qu'on sait que la donation c'est très important chez les Français et ça s'est développé bien sûr avec un cadre fiscal favorable. Absolument. Et du coup ça multiplie les conflits au moment de l'héritage. Alors, les conflits pas forcément, mais au moins les questions. Et puis alors, surtout quand les gens, je dirais, parlent de leur propre succession, ils sont donc évidemment en vie par définition, la question vient tout le temps. Et elle vient, comme la première question que vous m'avez posée, par le prisme fiscal. Ce qui nous oblige souvent à remettre le côté juridique, ce qu'on appelle nous le droit civil, dans la balance, pour équilibrer, pour dire attention, vous pensez toujours aux règles fiscales, qui sont importantes, qui sont aussi incitatrices, mais il faut penser aussi, bien sûr, aux aspects juridiques, à l'égalité, parce que souvent les gens veulent l'égalité, mais ils ne se rendent pas compte, peut-être comme quelqu'un qui est diplomate et qui ne s'est pas rendu compte qu'il n'a pas bien choisi son régime matrimonial, il ne va pas forcément se rendre compte que, eh bien, il n'a pas fait les choses comme il le voudrait profondément. Mais sur les donations, il n'y a pas prescription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où en fait on remonte dans toute la vie de la personne pour savoir si elle a fait des donations à ses enfants ou à un moment donné on arrête. Il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription. Simplement, plus vous remontez loin, plus c'est difficile. Si je suis un héritier désavantagé et que je veux prouver que mon frère, ma sœur a reçu une somme il y a 20 ans, si je n'ai pas de documents sous la main, que je dois remonter dans les traces bancaires, ce sera beaucoup plus difficile. Mais je peux le faire. Techniquement, on peut le faire. Tout moyen de preuve pour essayer de retrouver si mon frère, ma sœur a été avantagé par rapport à moi. Troisième question, Antoine Dejoie. Mon mari et moi avons chacun fait une donation d'argent à notre fille afin qu'elle et son mari puissent acquérir leur résidence principale. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Aujourd'hui, notre fille est décédée. Pouvons-nous récupérer les donations que nous lui avons faites? C'est une question de Sophie à Angoulême. C'est délicat, là, quand même. Oui, c'est délicat, puis c'est douloureux, puisqu'il y a le décès d'un enfant avant ses propres parents. Ces gens-là donc, se retrouvent avec leur fille partie. Et puis, il n'y a pas de descendance. Et il s'applique justement ce qu'on appelle le droit de retour. C'est la possibilité pour les parents qui ont donné, ce sont des donateurs, de demander le retour du bien donné dans leur patrimoine. C'est pour respecter un petit peu la règle de la famille, puisqu'il n'y a pas de descendance, en remontant aux parents, aux donateurs, ça respecte la règle de la famille, d'où vient le patrimoine donné. Et est-ce que vous pouvez, en tant que conjoint, prendre des mesures pour, en amont, protéger votre conjoint au cas où vous décéderiez? C'est-à-dire pour éviter ce type de situation où, en fait, à votre propre décès, vos parents récupèrent la part qu'ils vous ont donnée, alors qu'en fait, vous auriez souhaité que votre conjoint en profite. Je vous complexifie un peu le cas, là. Alors, il y a des choses qui sont
qui ne serait pas avouable, qui serait une manière de dissimuler, mais ça, on peut pas. Non, je vous parle juste de protéger son Sur le plan conjoint. juridique, réglementairement, je dirais non, parce que le droit de retour, il n'y a que le droit de retour, d'accord. Il y a que les parents qui peuvent renoncer. Ceux qui ont donné, c'est eux seuls qui peuvent renoncer à ce droit de retour. Eux seuls. D'accord. 4e question de Lucas à Montpellier. Peut-on revoir un contrat de mariage a posteriori? Ah oui. Oui, c'est l'hypothèse de quelqu'un qui s'est marié, on va dire en France, on va faire simple, c'est pas pour international, mais qui se rend compte que le régime matrimonial auquel il est soumis, soit celui qu'il a choisi, soit celui qu'il a pris par défaut, le régime de la communauté en France, eh bien ce régime finalement n'est pas adapté à ses besoins. Alors on peut le modifier, alors bien sûr ça se fait à deux, hein, ça évidemment, comme le contrat de mariage lui-même. Et puis cette modification, ce changement de régime matrimonial, c'est comme ça qu'on l'appelle, assez fréquemment pratiqué d'ailleurs en France, il est soumis à certaines règles et qui sont classifiées dans 2 catégories de situations. Soit le couple a des enfants mineurs, l'un ou l'autre ou les deux, soit il n'y a pas d'enfants mineurs, c'est-à-dire pas d'enfants du tout, ou des enfants tous majeurs. Si on est dans la première situation avec un enfant mineur, ce changement de régime devra être homologué par le tribunal, ce qui allonge et alourdit forcément la procédure. Le juge a fait différents contrôles prévus par la loi. Si par contre les enfants, il n'y en a pas, ou ils sont tous majeurs, à ce moment-là, c'est plus simple puisqu'on aura un délai d'opposition qui sera offert, si vous voulez, à ces enfants majeurs. Et passé ce délai, eh bien, le régime matrimonial sera définitif comme régime matrimonial nouveau entre les époux. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, on peut le faire 2 fois par an, changer son régime matrimonial. On aime beaucoup consulter les notaires. Mais... C'est bien 2, mais tous les 2 ans. D'accord. Maximum tous les 2 ans. Il faut laisser passer un délai de 2 ans depuis que vous êtes marié ou depuis votre précédent changement de régime matrimonial. Mais qu'est-ce qui fait typiquement qu'on modifie son contrat de mariage? Je vous citerai 2 situations fréquentes. Je dirais chronologiquement, pour des couples un peu plus jeunes, après quelques années de mariage, on veut choisir la séparation de biens, un régime qui est a priori plus protecteur pour les personnes qui vont être dans une activité professionnelle indépendante, qui veulent séparer les patrimoines. Alors là, généralement, ce choix de la séparation de biens, il est en présence d'enfants mineurs, pas toujours, mais un peu plus souvent, parce que les gens sont plus jeunes, et ils ont ce formalisme, ce délai un peu plus long à respecter, cette contrainte, autrement dit. Et puis l'autre situation qui est fréquemment choisie par les Français, mais un peu plus tard, souvent plus proche de l'âge de la retraite, c'est le choix d'un régime de communauté universelle, dire entre les époux que tout ce qu'ils ont reçu est commun, tout ce qu'ils ont gagné, acquis ensemble, reçu par héritage de nation, et surtout ils ajoutent en général à ce nouveau régime matrimonial une clause d'attribution qui est extrêmement protectrice pour le survivant des 2 époux. Donc ça, c'est plutôt dans des cas de couples plus âgés, c'est-à-dire presque il n'y a plus de divorce, c'est trop tard. On peut le faire très jeune, mais souvent, disons, la catégorie des gens qui viennent nous voir pour ça, c'est plutôt autour de l'âge de la retraite, mais ça peut être après. Est-ce que vous avez des cas, par exemple, où on est sur BFM Business, alors certains entrepreneurs montent leur boîte et du coup changent de régime matrimonial pour protéger leur conjoint? Oui, et souvent c'est un problème parce qu'ils s'en rendent compte un peu tard qu'ils doivent le faire et ils sont soumis à la contrainte du formalisme parce qu'ils ont, je le cite encore, par hypothèse, des enfants mineurs. Et à ce moment-là, il faut souvent un minimum de 4, 5, 6 mois. Or, l'opération... L'évolution d'une entreprise peut être déjà très forte. La boîte, elle est montée. La boîte, elle est montée. Le fonds de commerce, il est déjà acheté. Et il est souvent, à ce moment-là, malheureusement, trop tard. Donc, si vous montez votre boîte, pensez à votre régime matrimonial. Toujours penser au notaire en amont, très tôt, toujours très tôt. Toujours penser à son notaire. Voilà, c'est la baseline de l'émission. Merci beaucoup, Antoine Dejoie. Je rappelle que vous êtes notaire à Vertou, en Loire-Atlantique. Vous nous envoyez toutes vos questions sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de bfmbusiness.fr pour regarder les replays, revoir les questions des auditeurs et puis toutes les réponses aussi sur les régimes matrimoniaux internationaux. C'était dans notre première partie avec Marc Cagnard. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Club du droit. En attendant, portez-vous bien.